Et bienvenue à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Elisabeth Martichoux. Ça restera une image de cette campagne de l'entre-deux tours des législatives. Le président qui parle aux Français sur le tarmac d'Orly, 5 minutes en dramatisant au maximum, on peut résumer par moi ou le chaos. À ce stade de la campagne, après les résultats de dimanche, Bruno Le Maire, il ne s'agit plus de faire dans la dentelle, il faut faire peur à l'électeur pour le mobiliser? Non, il ne faut jamais faire peur. En revanche, il faut faire prendre conscience de la gravité de l'élection. Je trouve qu'on prend un peu trop à la légère cette élection législative. C'est le peuple souverain qui se prononce pour savoir quelle politique il veut pour la France pour les 5 prochaines années. C'est pas rien. Et j'ai un peu l'impression que, hélas, l'élection présidentielle écrase les élections législatives. Et qu'on se dit, une fois qu'il y a le président de la République, bon, comme c'est lui qui dirige tout, il n'y a pas besoin de se préoccuper beaucoup des élections législatives. Nous sommes en démocratie, dans un état de droit. Le président de la République a des pouvoirs, l'Assemblée en a aussi. Et elle en a beaucoup. C'est le lieu du débat, c'est le lieu de l'échange, c'est le lieu de la construction de la loi. Donc cette élection de dimanche, elle est essentielle pour cela. Pour une deuxième raison aussi, c'est que pour la première fois depuis plusieurs décennies, les projets sont antagonistes. Ce n'est pas les mêmes projets du tout. Ce n'est pas des nuances entre les différents projets, c'est une vraie confrontation sur le fond. Mais alors, précisément, quand vous dites on néglige cette élection, en gros, vous le dites aussi à Emmanuel Macron, parce qu'une question simple, pourquoi ce déplacement d'Emmanuel Macron en Roumanie en plein entre-deux tours? Ça a été organisé bien en amont, on l'imagine. Donc ça veut dire que dans l'esprit du président, finalement, l'élection était dans la poche. Mais je vais vous dire le fond de ma conviction, Elisabeth Martichoux, c'est que je pense que le rôle du président de la République, c'est de s'occuper des sujets internationaux. Il y a la guerre en Ukraine. Il est absolument essentiel que le président de la République s'occupe, et il le fait au quotidien, de ces sujets-là, de la relation avec la Russie, de la défense des intérêts ukrainiens. Et c'est notre rôle à nous de faire campagne. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Enfin, si c'était le cas, vous n'auriez pas eu tous les barons de la majorité, nous dit-on, qui l'ont pressé pour faire cette allocution de 5 minutes sur le tarmac d'Orly. Chacun fait ce qu'il veut avec le président de la République. Au bout du compte, c'est lui qui décide. Mais moi, je vais vous dire, je considère très simplement que c'est aux députés, c'est aux militants, c'est aux ministres, c'est à l'ensemble de ceux qui croient dans le projet d'Emmanuel Macron de faire campagne. Le rôle du président de la République n'est pas de mener la campagne des législatives. C'est notre rôle à nous, je le fais tous les jours. J'étais hier chez Amine Montchalin, je serai cet après-midi dans mon ancienne circonscription. Je pense que c'est à nous de nous battre pour lui. Mais vous vous démultipliez, c'est vrai? Parce que vous êtes inquiet, dans le fond. Non, d'abord parce que j'aime ça. Non, mais d'abord, vous pouvez me dire... je me multiplie parce que j'aime ça. Et parce que, je ne suis pas inquiet, ce n'est pas le bon terme, mais je ne souhaite pas que notre pays soit demain la proie de querelles, d'échanges absolument interminables à l'Assemblée nationale, de négociations d'arrière-boutique parce que nous n'aurions pas une majorité claire. Nous allons discuter, bien sûr. Il y aura un dialogue à l'Assemblée nationale, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut pouvoir décider. Et décider dans la clarté. Et il faut être très clair, Elisabeth Martichoux, si demain nous n'avons pas de majorité, il faudra aller chercher un député ici, un député là, pour obtenir cette majorité. Et moi, je n'aime pas ces marchandages. Je préfère que nous ayons une majorité claire qui n'exclut pas le dialogue, la discussion au Parlement, les amendements, étudier tous les textes en commission de manière très approfondie, mais en ayant la possibilité à la fin de décider dans la clarté. Enfin, une majorité relative... C'est pas un drame, c'est la démocratie et ça oblige au compromis ou au dialogue. Emmanuel Macron, c'est vrai, n'a pas montré des dispositions extraordinaires dans ce cadre-là. Bien sûr, c'est pas un drame. Bon, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je ne dramatise pas en à Europe, outrance. vous qui connaissez je dis bien simplement, l'Europe, c'est assez fréquent. Oui, mais il y a une vraie différence. C'est que je ne vois pas d'espace de compromis avec la France insoumise aujourd'hui. C'est deux visions du pays qui sont radicalement opposés. Nous défendons le travail. Nous disons que l'un des enjeux majeurs, c'est que l'ensemble des Français travaillent plus, que nous allions vers le plein emploi et que le travail soit mieux rémunéré. Je suis désolé, le projet de la France insoumise, c'est que les Français travaillent moins, la retraite à 60 ans. Leur vision de la nation est une vision communautariste. Nous avons une vision universaliste. Ils veulent faire des bras d'honneur à nos partenaires européens en disant on ne remboursera jamais notre dette. Nous voulons travailler avec nos partenaires européens. Ils veulent augmenter de 100 milliards d'euros les impôts. Nous voulons les baisser. Donc je voudrais que chacun qui nous écoute comprenne qu'il n'y a pas de compromis possible. La démocratie,
c'est pas trouver des compromis improbables comme l'ont fait les NUP en associant des gens qui étaient pour le nucléaire avec des gens qui étaient contre le nucléaire, des gens qui étaient pour l'Europe avec des gens qui étaient contre l'Europe, des gens qui étaient pour augmenter les impôts, avec des gens qui étaient pour baisser les impôts. Ils se sont mis tous d'accord uniquement pour des places et pour des postes. Ils ont 650 propositions communes, mais ça n'est pas pour témoigner de leur capacité à trouver un accord. Mais ils ont des milliers de divergences. Et ils ont des divergences, vous le savez parfaitement, Elisabeth Comme Martichaud. dans tous les partis, non. Il peut y en avoir. Non, Elisabeth Martichaud. Vous avez connu ça à droite. Non, ils ont des divergences fondamentales sur la vision de la nation, sur la conception du travail, sur la place de l'Europe et sur le nucléaire, qui est un sujet fondamental pour la transition écologique. Dire qu'on va réussir la transition écologique sans être clair sur le nucléaire, c'est mentir aux Français. Donc, à partir de là, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut trouver des compromis ou des consensus entre deux visions de la nation qui sont diamétralement opposées. Raison pour laquelle j'appelle nos électeurs à nous donner une majorité claire et franche dimanche prochain. Oui, et c'est pas gagné, c'est ce qu'on entend. Il va falloir aller les chercher avec les dents, les si électeurs. C'était gagné, il faut toujours tout aller chercher avec les dents. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, pas une voix ne doit manquer à la République, a-t-il dit. 6 fois, il a demandé aux Français de lui donner une majorité solide. Mais pas une voix ne doit manquer à la République. Littéralement, Bruno Le Maire, ça veut dire que la Macronie seule représente la République. C'est pas caricatural, non. ça? Je ne dis pas ça. Je ne pense pas que le président de la République ait voulu dire ça. Pas une voix ne doit manquer à la République. Aidez-nous. Vous savez, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon disant la République, c'est nous. Ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous avons un débat démocratique avec des partis républicains qui cherchent les voix des électeurs. Et c'est le peuple souverain qui se prononcera. Voilà comment je vois les choses. Mais derrière, il y a des projets qui sont radicalement incompatibles. Et laissez croire, parce qu'effectivement, ce que vous disiez était très juste. J'entends beaucoup sur le terrain, donc mais finalement, c'est pas si grave que ça, vous allez pouvoir discuter, échanger, dialoguer. Mais d'accord, il faut qu'il y ait des espaces de compromis. Et là, ces espaces de compromis entre deux visions de la nation qui sont radicalement opposées n'existent pas. C'est deux directions différentes. C'est incompatible. La cohabitation, comme disait hier Richard Ferrand sur le plateau de Rotel Krief, il l'a dit tel quel, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Institutionnellement, c'est tout à fait possible. Oui, institutionnellement, c'est possible. Est assez remarquable de ce point de vue-là. On montre toujours des exemples, mais il se trouve que j'ai très bien connu Jacques Chirac. J'ai travaillé avec lui. Il a été Premier ministre de François Mitterrand. Bien sûr qu'il y avait des divergences sur la conception de l'économie de marché, mais sur des sujets essentiels, comme par exemple la relation franco-allemande. François Mitterrand, Jacques Chirac étaient exactement sur la même ligne. Sur le fait que la France devait occuper une place essentielle en Europe, ils étaient exactement sur la même ligne. Sur le nucléaire, ils étaient exactement sur la même ligne. Je reviens à ça parce que je trouve qu'il y a quand même un mensonge fondamental de la part de nos adversaires qui nous disent on va réussir la transition écologique, avoir plus d'électricité, des voitures qui vont fonctionner avec des batteries électriques, mais on ne veut pas du nucléaire. Nous portons un projet auquel je crois profondément. Parce qu'ils disent la transition vers le renouvelable 100%, moi, assurera. Je ne suis pas scientifique, mais pensez et laissez croire à tous les jeunes qui votent pour Jean-Luc Mélenchon au nom de l'écologie que uniquement avec les énergies renouvelables, on pourra éclairer nos villes, faire fonctionner nos voitures électriques, alimenter nos usines. Mais c'est un mensonge. C'est un pur mensonge scientifique et politique. Nous, et c'est pour ça que je défends avec autant de force notre projet, nous voulons accélérer la transition écologique. Nous savons parfaitement qu'on doit faire mieux, qu'on doit faire plus, qu'on doit faire plus vite, qu'il y a une prise de conscience nécessaire qui doit se traduire par des actes, mais nous le faisons sur la base de raisonnements scientifiques et avec des projets concrets. Alors, Jean-Luc Mélenchon a immédiatement riposté à l'allocution d'Emmanuel Macron sur une note de blog que vous avez lue peut-être, qui est intitulée « Le bateau coule, Macron prend l'avion », assez inspiré. Il dénonce l'appel d'Orly, ce sketch à la Trump. Dit-il, le voyage d'Emmanuel Macron en Roumanie, c'est fausse bravoure. Dit-il, il explique que ça va être la pagaille, que c'est la pagaille au sommet de l'État. Bon. Et puis il achève sur ce retrait de 80 milliards du budget de l'État. Jean-Luc Mélenchon et ses partenaires, depuis lundi, accusent le président et vous-même de cacher une future hausse de TVA pour financer la baisse de déficit promise dans le programme qui passerait de 6,7 à 3%, je crois, de mémoire en 2027. Ça fait 80 milliards d'économies. Or, ils disent, vous n'avez jamais documenté ces 80 milliards d'économies. C'est donc que vous avez une solution cachée et ce sera la hausse de la TVA pour tout le monde.
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses décalées et indignes dans la fin de campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui cachent dans le fond une profonde déception. Il a raté son coup, Jean-Luc Mélenchon. Il pensait avoir la majorité, il ne l'aura pas. Il pensait pouvoir être Premier ministre, il ne le sera pas. Il pensait qu'en rassemblant toutes les forces de gauche, quelles que soient d'ailleurs leurs convictions, leurs idées, leurs projets pour la France, et même s'ils sont incompatibles, il allait faire un score mirifique. Il est déçu. Et cette déception se traduit par son amertume, qui fait qu'il attaque le président de la République sur les fonctions essentielles du président de la République. Défendre la paix, défendre l'Europe, aller en Roumanie, être aux côtés de l'Ukraine, c'est le rôle du président de la République française. Et je conteste les critiques de Jean-Luc Mélenchon, je les trouve indignes et déplacées. Fin de campagne indigne et déplacée quand il nous dit que nous allons augmenter la TVA. Où sont les preuves? D'où sort-il cela? Et après, ils Non, mais c'est une hypothèse. Bien sûr, toujours la même méthode, qui est celle de la manipulation et des complotistes. Lancer le soupçon, le lâcher, le corriger ensuite. Toujours la même méthode avec Jean-Luc Mélenchon. J'aime beaucoup M. Poutine, il n'y a rien à craindre de Poutine, il n'y a rien à craindre de la Russie. Et le jour où la Russie attaque l'Ukraine, je n'ai pas exactement dit ça. Ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire, vous ne m'avez pas bien compris. Ils vont augmenter la TVA, c'est sûr et certain. Et quand le ministre des Finances garantit aux Français, avec toute la crédibilité de sa parole de celui qui a baissé les impôts, que jamais nous n'augmenterons la TVA, tout d'un coup il fait machine arrière, ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Calomnier, calomnier. Il en restera toujours quelque chose. C'est la méthode des complotistes et c'est la méthode de Jean-Luc Mélenchon. Je la dénonce fermement. Ce n'est pas comme ça que la démocratie retrouvera sa droiture. D'accord. Vous expliquez ça par la déception ou par une structure mentale, si je puis dire? Non, il est formé comme ça? J'explique ça par la profonde déception de Jean-Luc Mélenchon, dit. Par une aigreur qu'il a un peu de mal à cacher et par une vieille pratique politique qui a toujours été celle de l'extrême gauche. La calomnie, le soupçon, le complot. Alors, pour répondre, il faut être précis, Bruno Le Maire. Sinon, la calomnie continue de courir. Mais 80 milliards d'économies. Pardon, on n'a pas précis. encore compris, dans un contexte de croissance qui marque le pas, comment vous allez les trouver? D'abord, je conteste ce chiffre de 80 milliards qu'ils ont inventé à partir... Ils ont fait des calculs. Oui, ils ont fait des calculs, 6,5% de déficit aujourd'hui, 3 en 2027, ce qui est effectivement notre objectif, à 23 milliards d'euros le point de déficit, on arrive à peu près à 80 milliards d'euros. Ils oublient juste une chose, c'est que ce qui nous permet principalement, et c'est là qu'est la divergence fondamentale entre eux et nous, ce qui permet principalement de réduire les déficits et la dette, ce qui nous a permis de réduire les déficits et la dette au cours des années passées, notamment au début du quinquennat, c'est la croissance. C'est l'emploi. Mais comme eux ne veulent, parce qu'il y a un contexte international. Mais pardon, je viens de lire les derniers chiffres de la Banque de France, ils sont plutôt positifs. Je regarde les derniers chiffres de l'emploi, ils sont plutôt positifs. Et la meilleure façon d'accélérer la baisse du déficit et d'accélérer le désendettement de la France, c'est de créer des emplois et de créer de la croissance. Mais justement, M. Mélenchon ne veut ni croissance ni emploi. Il veut moins de travail et moins de croissance. Nous voulons plus de croissance et plus d'emplois, c'est ce qui permettra d'accélérer la réduction du déficit et d'accélérer la réduction de la dette. Et donc nous dites que c'est la croissance, c'est par la magie de la croissance, quoique plus faible que nous. C'est pas de la magie, la croissance, comme vous le dites, c'est comme les élections, il faut aller la chercher avec beaucoup de détermination. Mais en plus de ça, nous ne nous cachons pas que nous voulons poursuivre la réforme du marché du travail pour que chacun puisse retrouver un emploi. Nous ne nous cachons pas que nous voulons faire une réforme des retraites et nous ne nous cachons pas pour dire désormais, chaque euro compte. Nous sommes sortis de l'ère de l'argent gratuit pour les États, un moment où les États pouvaient emprunter sans difficulté à taux zéro ou à taux négatif. Cette période-là est définitivement révolue. Réforme de structure, attention à dépenses publiques, croissance et création d'emplois. Voilà ce qui nous permettra d'atteindre 3% de déficit public en 2020. Bruno Le Maire, attention au déficit, dites-vous. Un mot des baisses d'impôts de production des entreprises promises par Emmanuel Macron. Il en a peut-être été question hier avec le patronat à l'Élysée au cours du déjeuner. D'abord, une question politique, avec une forte opposition, parce que quoi qu'il en soit, il y aura une forte opposition de gauche, vraisemblablement, à l'Assemblée. Est-ce que ce sera aussi facile de faire voter cette promesse? Non. Sachant que la gauche est vent debout contre cette baisse d'impôts promise aux entreprises sans contrepartie. Oui, parce que la gauche, elle veut de l'industrie et des impôts. Eh bien, c'est incompatible.
Si nous voulons des industries, des ouvriers, de la souveraineté industrielle, il faut baisser les impôts sur l'industrie, sur l'innovation. 7 C'est ce que nous milliards par faisons. an, ça va coûter très cher. Ça fait, vous voyez, c'est en ça que le programme de nos opposants est totalement daté. Ça fait 30 ans qu'on monte sur son tonneau comme Sartre en criant « Vive l'industrie, vive les ouvriers, vive la reconquête industrielle » et qu'on accable nos industriels d'impôts qui sont plus élevés qu'en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Résultat des courses, 10 points d'industrie en moins dans la richesse nationale, des usines qui ferment, des ouvriers qui sont licenciés. Mais c'est ça le programme de l'extrême gauche, c'est promettre des choses qu'ils sont incapables de tenir sur l'industrie comme sur le climat, parce qu'ils n'ont pas de cohérence dans leur raisonnement économique. Est-ce que cette promesse sera... Alors qu'on doit faire attention, vous devez faire attention au pouvoir d'achat des Français. Oui, mais je dois faire attention... Est-ce que vous ne serez pas contraint à un moment de faire un arbitrage entre l'aide directe ou indirecte versée aux Français pour pouvoir d'achat et cette baisse d'impôts? Il est indispensable de poursuivre la baisse des impôts de production pour poursuivre la reconquête industrielle de la France, qui doit rester une grande nation industrielle. Mais l'arbitrage n'est pas entre protéger et investir. Nous devons faire les deux. À la fois protéger et investir. Et la baisse des impôts de production, je rappelle que nous l'avons déjà engagé 10 milliards d'euros il y a maintenant 2 ans. Il faut la poursuivre pour être au même niveau de compétitivité que l'Allemagne et nous permettre de rouvrir des usines en France. C'est une question économique, c'est aussi une question fondamentalement politique. Dans ma circonscription, j'ai vu à plusieurs reprises qu'à chaque fois qu'il y a une usine qui ferme, il y a une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Si nous ne voulons pas d'extrême en France, il faut redonner des emplois qualifiés, des emplois industriels aux Français. Le niveau des défaillances va remonter, dit le patron de la CPME. Un mot, je crois que c'est ce soir que c'est la date limite pour la dernière demande d'aide prévue dans le cadre de la crise Covid. Est-ce que c'est définitif, cette fin des aides, ou est-ce que vous envisagez d'ouvrir une nouvelle période ? Non, il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle période. Aujourd'hui, tous ceux, si on parle des entreprises, toutes les entreprises qui ont besoin de trésorerie, qui veulent encore des prêts garantis par l'État, peuvent le faire. Toutes seules, et j'en vois beaucoup, elles sont inquiètes, qui se disent « mais je ne vais pas arriver à rembourser tout de suite ». Il faut étaler sur une période plus longue que les 6 ans qui étaient prévus. Pourront le faire jusqu'à 10 ans. Et j'invite toutes celles qui nous écoutent, il faut qu'elles s'adressent dans leur département à l'ensemble des organismes qui sont chargés de gérer les prêts garantis par l'État. Si elles ont besoin d'un étalement, elles ont le droit d'obtenir cet étalement jusqu'à 10 ans. Un mot encore, blocage des prix. Jean-Luc Mélenchon propose, il n'était pas le seul. Faudra y arriver ? Non, blocage des prix, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui paye au bout du compte. Je suis bien placé pour le savoir, on a bloqué les prix du gaz et bloqué les prix de l'électricité. Oui, les distributeurs ont profité de la crise, on le sait bien, et tant mieux pour eux. Mais il faut les aider. Ils peuvent aider les Français. La transparence totale sur les prix. J'ai demandé à la DGCCRF, la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, d'être très attentive à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. Oui, il peut y avoir des spéculateurs, ici ou là, qui, sous prétexte de l'inflation, font passer des hausses de prix qui sont inacceptables. Ça peut être vrai dans le bâtiment, ça peut être vrai dans les travaux publics. Nous organiserons des assises du bâtiment à la rentrée de septembre pour justement faire la transparence, éviter qu'il y ait de la spéculation, éviter qu'il y ait des profiteurs de l'inflation. Si vous n'avez pas la majorité absolue, est-ce qu'un accord de gouvernement avec la droite, c'est une solution ? On va d'abord se battre pour obtenir la majorité dimanche, et puis nous verrons ensuite sur quelle base. Ce qui compte à mes yeux, c'est que le projet que le président de la République a présenté aux Français, qui a recueilli près de 58% des suffrages aux élections présidentielles, puisse être appliqué dans des délais rapides. Ça n'exclut pas la discussion, ça n'exclut pas le dialogue, ça n'exclut pas la concertation, mais il y a aussi des délais à respecter pour qu'il y ait de l'emploi, il y ait de la prospérité, il y ait un avenir pour les jeunes Français. Les Français qui, manifestement, n'ont pas envie de donner trop de pouvoir à Emmanuel Macron. Est-ce que, dans le fond, c'est parce qu'ils n'ont pas bien vu quel était le projet de ce second quinquennat ? Pas très bien. C'est une réflexion qu'on entend souvent. On ne sait pas ce qu'Emmanuel Macron veut faire de ce second quinquennat. Est-ce que c'est une réflexion qui est fausse ? Non, mais vous savez, si jamais nous avions tout bien fait, tout bien réussi, peut-être qu'il aurait moins besoin de se battre aujourd'hui. Ce que je regarde malgré tout, c'est que Emmanuel Macron a dirigé la France pendant 5 ans. Il a été largement réélu. C'est la première fois hors période de cohabitation. Et je pense qu'il faut que nous profitions de ces derniers jours pour rappeler que notre projet, c'est le travail qui paye bien,
le soutien aux entrepreneurs, la transition écologique accélérée, parce que oui, sur le climat, on doit faire plus, on doit faire mieux, on doit faire plus vite, et la pleine participation de la France à la construction européenne. Si des électeurs se retrouvent sur ces idées, et s'ils veulent que ce soit ces idées qui soient défendues et mises en œuvre dans les années qui viennent, il faut qu'ils aillent voter dimanche. Voilà, l'appel de Bruno Le Maire. Un mot, Damien Abad, nouvelle accusation relayée par Mediapart. C'était pertinent de le maintenir au gouvernement? Il y a une justice qui doit trancher sur ces sujets-là, qui sont des sujets très sensibles, très douloureux. Et donc, pour éviter que ce soit systématiquement telle personne ou telle autre qui prenne parti, que les choses se règlent sur les plateaux de télévision, la justice doit être saisie et la justice doit trancher. Voilà, c'est pour moi aussi simple que cela. En attendant, mais la Première ministre s'est exprimée, la Première ministre, je crois, s'est exprimée il y a plusieurs jours sur ce sujet. S'il y a des plaintes à déposer, que la justice soit saisie, pas seulement des que nouveaux la éléments. justice Je crois tranche. qu'elle avait dit nouveaux éléments. En fait, elle voulait dire plainte. Et vous demanderez à la Première ministre, moi je suis ministre de l'économie et des finances, il y a une justice et je respecte évidemment toutes les décisions de justice. Vous étiez hier en soutien à Amélie de Montchalin dans l'Essonne en difficulté. Ça passe ou ça casse pour elle dimanche? Ça passera. Merci Bruno Le Maire d'avoir Merci. été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.